Donc, bonjour à nouveau tout le monde. Penda Stova de l'institution financière pour la Science Based Target Initiative. Nous sommes ici pour vous aider à naviguer dans le chemin de la norme zéro émission nette pour les institutions financières, afin que vous puissiez avoir l'ensemble des éléments clés vous permettant de vous y préparer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez qu'il s'agit d'un webinaire sur Zoom, donc vos caméras et vos micros sont automatiquement éteints. Si vous avez des questions ou des commentaires, eh bien, nous y répondrons aujourd'hui à l'issue de la présentation à certaines de vos questions. Pour toute question additionnelle, n'hésitez pas à poser vos questions par le biais de notre sondage à l'issue de ce webinaire. Tous les contenus, y compris toutes les foires aux questions, les documents que nous allons vous présenter aujourd'hui seront publiés ultérieurement. Cette session sera enregistrée et l'enregistrement sera disponible sur notre canal YouTube dans les prochains jours. Nous avons un service d'interprétation en direct, en simultané. Il s'agit donc de la première session de deux sessions qui auront lieu entre aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, notre session est disponible en français et en chinois. Pour avoir accès à la langue de votre choix, eh bien, cliquez tout simplement sur le bouton d'interprétation au bas de votre écran et sélectionnez la langue de votre choix. Je vais donc vous laisser le temps de choisir la langue, de sélectionner la langue de votre choix. L'enregistrement sera disponible dans les 2 jours. Je vais vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Nous avons Alberto Calillo Pineda, notre responsable technique, Nate Hayden, notre responsable des normes financières, Yana Mintening, propriétaire de projet, et Nate Hayden. Et je vais laisser sans plus attendre la parole à Alberto, qui va nous parler donc des normes zéro émission nette pour les institutions financières et qui va nous parler de l'ensemble des critères de la norme. Et nous finirons par la session de questions et réponses à l'issue de la présentation. Alberto Carrillo Pineda, c'est à vous. Merci beaucoup, Penda. Merci de votre présence à vous toutes et à tous. Les institutions financières, ces normes représentent plusieurs années de travail. Il s'agit d'un processus participatif avec de nombreuses procédures qui permettent de développer les contributions de l'ensemble de nos groupes d'experts à l'issue de 2 consultations publiques que nous avons développées avec plus de 30 institutions financières. La norme a été approuvée par notre conseil technique et à la fin du processus, l'ensemble de nos actionnaires l'ont adoptée. Donc, afin de nous permettre de façonner cette norme. Cette norme est- fonctionne encore plus et d'autant mieux qu'elle participe à la stabilité des institutions financières en termes de politique, d'innovation technologique, de préférence de consommateurs ou d'anticipation des risques. La Banque centrale européenne a estimé et calculé les risques et pourrait augmenter le PIB de 50%, de 15%. Nous avons donc, face à ces actions urgentes, nous voulons donc permettre de pouvoir déployer cela à grande échelle. Euh, Comme la tendance le montre, récemment, les entreprises souhaitent augmenter et développer à hauteur de 290% depuis 2023. La croissance est beaucoup plus rapide en Asie. Le nombre d'entreprises chinoises qui cherchent à développer leur zéro émission nette est passé à 2% au cours des 18 derniers mois. Les institutions financières ont une ambition climatique accélérée. Elles jouent un rôle transformateur dans l'économie mondiale. L'engagement des investisseurs également est l'un des
actions les plus probantes dans cette thématique-là et l'ensemble des institutions veulent également capitaliser pour trouver des solutions climatiques qui peuvent aider à délivrer leurs marchandises à l'échelle mondiale et réduire leurs émissions. Et donc, les institutions financières veulent également réduire les risques climatiques, veulent faire preuve de résilience et veulent bien sûr conserver leur aspect, leur objectif concurrentiel. Les institutions financières peuvent aider à capitaliser l'ensemble de ces opportunités et fournissent aux institutions financières un cadre qui permet aux institutions financières de s'aligner et de limiter le réchauffement global, comme cela a été décidé en 2015. Elle est décidé d'établir des objectifs dans l'ensemble de portefeuilles, dans l'ensemble des activités intégrées dans ces portefeuilles, dans ces portfolios. Il s'agit de répondre aux questions de la déforestation, de développer davantage de transparence et ces normes peuvent être utilisées en combinaison avec nos normes politiques et nos politiques de normes et pouvoir limiter donc au mieux les impacts. Les réponses ont été particulièrement positives. Plus de 130 institutions financières sur 6 continents se sont engagées à établir des objectifs au sein de la norme, avec la norme. Et le mois dernier, LB Finance est devenue la première institution financière sri-lankaise à permettre cet engagement, à concrétiser cet engagement pour d'établir des objectifs avec la norme. Et nous espérons que davantage d'institutions suivront leur pas. La norme est ici. Si vous devez retenir quelque chose, c'est que la norme est bien là, l'urgence est là, les opportunités de diriger cette transition sont bel et bien présentes. Nous vous invitons à vous familiariser avec la norme et à entamer votre objectif vers les émissions net zéro. Je vous remercie. Je laisse la parole à Nate. Merci beaucoup Alberto. La norme, en effet, est au cœur de l'établissement de critères que les institutions financières établissent comme norme net zéro. Avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons voir une vue d'ensemble de la norme, y compris comment elle s'intègre dans la structure de la Science-Based Target Initiative. Pour celles et ceux qui sont familiarisés avec la Science-Based Target Initiative, nous sommes une organisation d'action climatique qui permet aux entreprises et aux institutions financières à l'échelle mondiale de jouer leur rôle pour lutter contre la crise climatique. Nous développons des normes volontaires, des outils, des lignes directrices pour permettre aux entreprises d'établir les objectifs de réduction de gaz à émissions d'effet de serre qui s'alignent avec les besoins au niveau mondial pour réduire les émissions net zéro et à hauteur de 2050. Notre norme, nos outils et nos lignes directrices sont ouvertes à toutes les entreprises et les institutions financières qui veulent en faire usage au niveau mondial. La Science-Based Target Initiative a maintenant 2 normes principales. Tout d'abord, les normes net zéro pour les institutions financières et la norme net zéro pour les entreprises qui a été donc établie en 2021. Elle est en processus de mise à jour désormais. Alors que la norme d'émission nette couvre les champs d'application 3 sur les catégories 15, nous couvrons les champs d'application 1, 2 et 3 au niveau de la norme net zéro des entreprises en couvrant les catégories 1 et les catégories 14. Les catégories 1, 14, pardon. Vous voyez sur cette diapositive que nous avons des méthodes et des cheminements qui nous permettent d'établir ces normes qui sont au cœur de notre norme, qui nous permettent également de développer des ressources spécifiques à chaque secteur permettant d'adapter les exigences précisément. La première norme net zéro, l'émission net zéro pour les institutions financières a été fournie pour les objectifs à court terme et à long terme pour les activités financières. Donc, il s'agit de la toute première norme net zéro standard du SBTI. Et en deuxième lieu, depuis ce cadre de 2020, nous avons orienté la norme vers
la décision de faciliter la croissance en s'alignant avec l'ensemble des investissements et des activités propres, permettant d'augmenter les alignements vers une transition. Et il s'agit là de nouveaux aspects de la norme pour les institutions financières, pour les émissions net zéro qui peuvent être intégrées aux normes qui sont en cours. Un troisième aspect de cette norme concerne le fait que l'initiative couvre l'ensemble de l'expérience et de l'objectif des émissions net zéro pour les institutions financières en élaborant des objectifs ciblés, des reportings, des renouvellements et des réclamations également vis-à-vis de la norme pour valider l'ensemble des objectifs. Et finalement, comme je l'ai mentionné, la norme s'est établie avec des travaux préliminaires en intégrant également la notion d'interopérabilité entre les normes SBTI et les cadres externes. Nous pouvons regarder le deuxième objectif en termes d'alignement. Il s'agit là d'un aspect innovant majeur de la norme. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que nous avons rajouté cette ligne en rouge qui est la portion du portfolio qui s'aligne avec les solutions, les activités de solution. Notre intention ici, c'est que nous avons cette mesure qui nous permet d'avoir différents indicateurs auprès des institutions financières, qui nous permet de comprendre quelles sont les actions qui soutiennent la stabilisation climatique. Nous avons saisi les chiffres concernant les émissions sur la ligne en gris ici pour évaluer les activités, les émissions par activité. Un aspect également à considérer, c'est que l'ensemble des données sont souvent un défi, en particulier pour les institutions financières, qui représentent donc le champ d'application numéro 3. Vous voyez ici, sur les chiffres concernant les émissions, nous devons reconnaître qu'il y a souvent une incertitude dans les estimations concernant les émissions, l'inventaire des émissions des institutions financières. Cela est conçu pour travailler avec des données déjà existantes, mais améliorer également la qualité des données sur une période ciblée qui est indiquée ici par les pointillés. Un aspect également de cette norme, c'est que nous avons introduit une ligne directrice, une étoile polaire, pour le dire ainsi, qui nous permet de nous guider sur l'évolution des émissions des institutions financières. Nous avons redéfini et essayé d'être constant et consistant avec nos travaux vis-à-vis de ces entreprises pour les émissions net zéro, pour les normes concernant les émissions net zéro. Nous avons ici une vue d'ensemble de la couverture de la norme. Il s'agit d'un aspect innovant de la norme, ou en particulier le cadre de 2020 qui couvre les investissements, les créations ainsi que les activités de capitalisation de marché de capitaux, l'assurance et la souscription d'assurance et les investissements pour les détenteurs d'actifs. Par exemple, une institution financière qui s'engage à la fois dans les activités de gestion d'actifs et, euh, et de prêts doit doit faire en sorte que ces activités génèrent plus de 5% de leurs revenus. Cela permettra d'utiliser les normes net zéro pour les institutions financières afin de pouvoir établir les objectifs dans les deux activités. Je vais laisser la parole à Yana désormais. C'est à vous, Yana. Merci beaucoup, Nate. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Alors, abordons le critère qui permet de concevoir la norme net zéro pour les institutions financières. Il y a donc 5 étapes qui correspondent à nos 5 chapitres. Ces étapes contiennent 19 critères au total. 16 sont pertinents pour la validation initiale. 3 s'appliquent aux objectifs qui sont revalidés. Et voilà, fin du cycle cible qui est sur un délai de 5 ans ou euh, la dernière année de l'un des objectifs net zéro qui est donc 2050 au plus tard. Le premier critère concerne les engagements publics vers les émissions net zéro pour 2050, suivi par la définition des limites de portefeuille et des limites organisationnelles avec
la structure de gouvernance en soutien. Avec, donc, par le chapitre 2, avec une évaluation annuelle qui comprend la sélection de l'année, l'inventaire concernant les émissions de gaz à effet de serre, les évaluations des aliments climatiques et les évaluations également des expositions additionnelles liées aux énergies propres et l'exposition à la déforestation. Nous avons ici donc des objectifs établis au chapitre 3 qui définissent les exigences en termes de politique publique et les engagements, les plans d'engagement pour répondre aux combustibles fossiles, à la déforestation et également aux activités immobilières. Cela inclut également trois critères. Tout d'abord, la couverture pour les objectifs non portfolio et proches de portfolio et les objectifs à long terme. Et cela permet de définir ce que les institutions financières doivent effectuer pour être classifiées et atteindre les émissions net zéro. Cela se termine avec le critère de la manière par laquelle communiquer les objectifs et les politiques et avec certaines spécifications. Chapitre 4 liste l'ensemble des exigences de reporting et établit les composantes de renouvellement des objectifs. Le chapitre 5 décrit les réclamations qui peuvent être effectuées au cours de l'élaboration de la norme. Ces tableaux ici, ces références, permettent d'aider à appliquer les critères et incluent une segmentation des activités financières, une liste des émissions des secteurs qui émettent de fortes émissions. Et voyons donc certains critères qui permettent de répondre depuis le lancement de la norme. Le chapitre 1, le C3, les critères qui se concentrent sur les limites du portefeuille, avec donc des institutions financières qui doivent appliquer la norme net zéro pour les institutions financières à l'ensemble des activités financières qui génèrent 5% au plus de leur revenu total. Nous avons ici donc les activités qui sont recatégorisées dans quatre segments, tels qu'ici nous voyons la vignette 1.1 à 1.5 dans la norme, où le segment A couvre les secteurs des combustibles fossiles, le segment B couvre certaines activités financières autres que les secteurs à émissions intensives, tels que le transport, l'énergie, l'immobilier. Les autres sont listés dans la table 2 de la norme. Dans le tableau 2 de la norme, le segment C couvre certaines activités financières dans d'autres secteurs qui ne sont pas listés dans le segment A ou B. Et le segment D couvre l'ensemble des sous-activités restantes dans les secteurs d'émissions intensives et les autres secteurs. Cette segmentation est un ensemble clé essentiel pour établir les limites du portefeuille dans la création et l'établissement d'objectifs. Pouvez-vous revenir? Il y a une interruption dans votre connexion, une interruption de votre connexion Internet. Est-ce que vous pouvez prendre la diapositive depuis le début, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, excusez-moi. Merci de l'avoir mentionné. Je pense que ma connexion va être un peu plus stable. Alors, je reprends concernant le critère 1 le critère 3 avec le chapitre 1 sur l'établissement des limites du portefeuille. Comme je l'ai mentionné, donc, les institutions financières doivent appliquer la norme net zéro à l'ensemble des institutions financières propres aux activités, à toutes les activités financières qui génèrent 5% ou plus de leur revenu total. Ces activités doivent être catégorisées dans quatre segments que l'on voit ici sur les vignettes 1.1 à 1.5 de la norme, où donc le segment A couvre les secteurs des combustibles fossiles, le secteur B couvre certaines activités financières dans d'autres secteurs à émissions intensives, tels que le transport, l'énergie, l'immobilier, et qui sont ici listés dans le tableau 2 de la norme. Le segment C couvre certaines activités financières d'autres secteurs qui ne sont pas listés dans le segment A ou B. Le segment D couvre l'ensemble des sous-activités et les activités les activités qui sont intensives en termes d'émissions et les autres secteurs. Je vais passer à la diapo suivante. Veuillez, j'espère que ma connexion est un peu plus stable. Nos critères, le critère numéro 7, dans le deuxième chapitre, le chapitre 2, ce critère exige que les institutions financières puissent évaluer le statut d'alignement climatique par rapport aux activités financières. C'est particulièrement une partie importante de la norme. Par alignement climatique, nous
Voulons dire par là l'exposition des activités financières dans le périmètre qui tombent et qui sont couvertes par les trois catégories. Les catégories en transition, solutions climatiques ou catégorie 3, l'état donc des émissions net zéro. On peut faire référence ici au tableau 4.2 de la norme. L'innovation dans la norme est que les institutions financières peuvent utiliser des méthodologies d'alignement climatique éligibles à la partie tierce pour évaluer l'alignement climatique de leurs homologues, et ces méthodologies sont listées dans la liste de mise en œuvre de SBTI. De manière alternative, ils peuvent également comparer ce que font leurs homologues dans le secteur et les cheminements de référence pour les évaluations de divergence. Par exemple, si l'intensité des émissions est plus faible que ce qui est que les prérequis dans le secteur pertinent. Le critère numéro 9 concerne la politique de transition des combustibles fossiles parce que le- l'impact du climat dans le secteur et son rôle de transition pour les activités financières liées aux combustibles fossiles doivent respecter à la fois la politique et les exigences des objectifs. À gauche de la diapositive, nous avons la politique de transition avec trois éléments principaux qui couvrent les nouvelles activités financières. Tout d'abord, il ne doit pas y avoir de nouvelles activités financières, de nouveaux projets ou d'entreprises impliqués dans des nouvelles expansions d'exploitation du charbon. En deuxième lieu, les activités financières non nouvelles pour les projets impliqués dans les nouvelles expansions du gaz et du pétrole. En troisième lieu, des activités financières qui ne sont pas qui n'ont pas de nouveaux objectifs généraux pour les entreprises impliquées dans les expansions de nouvelles industries du pétrole et du gaz qui exigeraient donc des décisions d'investissement finaux après 2030. En plus de la politique pour les combustibles fossiles, nous avons également des nouveaux objectifs des combustibles fossiles qui sont à droite de cette diapositive, qui couvrent à la fois les activités financières nouvelles et existantes. Pour le secteur du charbon, des objectifs sont exigés à l'horizon 2030 pour les pays membres de l'OCDE et en 2040 pour les pays non membres de l'OCDE, définis par actifs, leurs projets ou leurs entités respectives. Pour le secteur de oil and gas, les institutions financières doivent s'aligner et sélectionner les objectifs avec lesquels s'aligner en fonction du secteur. Et pour les objectifs d'aliments, au moins 95% des aliments sont exigés dans les économies développées et au moins 85% pour les économies en développement d'ici à 2035, ce qui est donc plutôt que l'horizon 2040 exigé pour les autres secteurs de forte émission. Pour les entreprises du secteur oil and gas qui sont considérées par la transition, la catégorie d'aliments climatiques, il y aura nécessité d'objectifs de réduction des émissions absolues constant avec les émissions net zéro à 1 pour respecter l'émission de 1,5 degré. Pour les objectifs de secteur, les institutions financières doivent ajouter les émissions de leurs homologues en oil and gas et établir les réductions des émissions absolues sur ces émissions en alignement avec les scénarios horizon de 2050. Je passerai aux critères concernant la déforestation. Le critère 8 se concentre sur l'évaluation de l'exposition. Les institutions financières doivent publier leurs expositions de déforestation pour 2030 et par la suite, annuellement, après la divulgation donc, initiale. Les activités doivent être fournies aux entités en sein de portefeuille qui sont liées au minimum à la perte de forêts naturelles du fait du développement de l'élevage du bœuf, de la culture de l'huile de palme, du soja, du cacao et l'exploitation du bois et de la fibre de bois. En fonction de cette évaluation, l'exposition de déforestation significative est identifiée et soulignée dans le critère 10
que les institutions financières doivent publier pour lequel les institutions financières doivent publier un plan d'engagement pour la validation de leurs prochains objectifs. Le dernier élément en termes de prestations, les institutions financières doivent fournir leur définition d'une exposition significative comme faisant partie de leur évaluation et une exposition élevée en termes de déforestation ou une matérialité élevée en termes financiers, qui représente donc un seuil de la méthodologie Forest IQ. Le, le chapitre 3, les critères 12 et 13 qui se concentrent sur les objectifs de portefeuille, d'après la norme, cela permettrait d'augmenter la couverture des activités financières qui sont donc dans le périmètre. Le critère 12 répond aux objectifs à court terme. Les institutions financières ont l'option d'établir leurs alignements, leur portefeuille alignés sur le climat ou les secteurs ciblés. Pour le secteur qui sont également en transition, en solution climatique ou en l'état d'émissions net zéro. Les indicateurs de secteur, d'autre part, incluent les émissions, l'intensité des émissions physiques, le partage technologique et les émissions absolues. Le niveau d'ambition de la norme exige, en fonction de la portée des différents facteurs, y compris la segmentation des activités financières, sous le critère 3. Par exemple, pour les objectifs d'alignement climatique, une augmentation linéaire des activités financières alignées sur le climat à hauteur de 95% pour les économies développées et 85% pour les économies en développement à hauteur de 2035 pour le segment A et à horizon 2040 pour le segment C, segment B et C. Et pour 2050 pour le segment D. Différents jalons, années jalons par segment sont établis et les- l'ambition des objectifs secteurs dépend du cheminement des objectifs fournis par par les outils et permettant d'établir les objectifs. Le cadre temporel pour les objectifs à court terme est jusqu'à 5 ans et la couverture inclut un minimum de 67% de l'ensemble des segments avec 100% de couverture du segment A, B et C. Nous allons voir donc chapitre 3, critère numéro 13. Il s'agit d'objectifs de portefeuille à long terme. Seuls les objectifs d'alignement climatique peuvent être établis. Les institutions financières doivent avoir pour objectif au moins 95% de leur exposition auprès de leurs homologues à un tas d'émissions net zéro, ce qui représente donc un horizon 2050 au plus tard. Cela exige 100% de couverture pour l'ensemble des 4 segments A, B, C et D. Ouais, c'était donc une brève vue d'ensemble de l'ensemble des critères clés de la norme. Je laisse le micro à Nate désormais qui va aborder certains des éléments finaux d'établissement des objectifs avant notre session de questions-réponses. Merci beaucoup, Yana. Donc, il y a eu là énormément d'informations. Nous reconnaissons que cela va certainement, vous allez certainement prendre du temps avant d'assimiler l'ensemble de ces informations. Donc, ici, maintenant, je vais décrire l'ensemble du processus impliqué avec la SBTI. Au mois de juillet dernier, nous avons publié 2 documents clés. Le premier est la norme elle-même qui contient 80 pages et il s'agit de l'ensemble des critères essentiels qui peuvent être utilisés pour établir les objectifs qui peuvent être validés par l'initiative. Comme cela a été mentionné, cela inclut également la mise en œuvre, qui est un nouvel aspect majeur pour la Science-Based Target Initiative. La mise en œuvre est un document séparé de 10 pages qui fournit l'ensemble des parties tiers et des méthodes que les institutions peuvent utiliser dans l'objectif de développement des processus de validation. Ces 2 documents clés sont complétés par des ressources qui sont décrites ici dans la diapositive. Nous avons des documents explicatifs
qui peuvent être une page ou plusieurs pages, peuvent présenter également des résumés avec un résumé de la norme, ce que nous incluons aujourd'hui dans la présentation. Nous avons également certains documents qui décrivent le processus depuis le début. Le premier document que nous avons mentionné ici est un rapport basé sur les conclusions qui explique comment nous utilisons les retours d'expérience que nous obtenons au cours des deux consultations publiques et des tests pilotes qui nous ont permis de lancer la norme et de pouvoir mettre à jour la version préliminaire. Nous avons révisé les retours d'expérience et les changements auxquels nous avons procédé. Le deuxième document est un document protocole qui explique comment nous avons développé la mise en œuvre et comment nous avons procédé aux mises à jour. En termes de matériel pour les émissions ciblées, nous avons deux matériels importants ici. Un format Excel qui couvre l'ensemble des critères et nous avons un document séparé qui est donc l'évaluation, les indicateurs d'évaluation des critères qui explique précisément comment l'SBTI et l'équipe de validation de l'SBTI a pu évaluer les formulaires d'émission en intégrant la norme. Afin de pouvoir aider les institutions financières et les différents acteurs, nous avons voulu établir un outil qui accompagne le document et qui explique les, les outils condensés ainsi que des différents euh, documents qui renvoient vers les sites Internet de référence. Et pour les personnes qui veulent s'assurer qu'elles ont bien reçu les dernières mises à jour, eh bien, nous vous invitons à vous inscrire sur notre mailing list. La diapo suivante décrit la situation pour la SBTI. Nous avons deux documents qui couvrent les institutions financières. Aujourd'hui, nous parlons des institutions de normes des émissions nettes zéro pour les institutions financières. Et comme Alberto l'a présenté, il s'agit donc de 170 institutions financières couvertes qui ont validé leurs objectifs à court terme. Ils avaient donc 2 ans pour le faire. Donc, cela représente aujourd'hui un horizon à juillet 2027. Le cadre initial a été publié en 2020. Il établit la base des 170 initiatives qui sont disponibles également sur notre site Internet. Ces objectifs sont d'ores et déjà toujours valides. Les institutions financières qui sont nouvellement intégrées à l'SBTI ont une nouvelle période de choix depuis de décembre 2020, d'aujourd'hui jusqu'à décembre 2026. En dernier lieu, comme l'a mentionné Alberto, la publication des normes combine plus de 3 ans de travaux et nous lançons également une nouvelle période pour l'SBTI où nous allons lancer une évaluation de période d'apprentissage afin de permettre de comprendre ce que les institutions financières font et quels sont les différents indicateurs, les différentes méthodes utilisées. Donc, nous initierons un processus permettant de mettre à jour l'ensemble de nos ressources. Je laisse, je conclurai la présentation et je vais laisser la parole à Panda pour que nous puissions passer à la session de questions et réponses. Merci Yana et Nate, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est une excellente vue d'ensemble. Je vais maintenant commencer notre session de questions et réponses. Merci à vous toutes et tous qui avez envoyé vos questions. Nous avons énormément de questions qui nous sont parvenues. Nous avons sélectionné les 10 questions qui sont revenues le plus fréquemment. Donc, la première question pour vous, Nate, pourquoi est-ce que la norme se concentre sur l'alignement climatique dans les indicateurs clés? Merci, Panda. C'est une question particulièrement centrale. Il s'agit là de nouvelles innovations de la norme. Comme je l'ai mentionné, cela est introduit avec la version 2 de la norme.
Généralement, les objectifs clés de la SBTI est de soutenir des réductions d'émissions dans le monde réel. L'espace des réductions d'émissions nous permet de nous concentrer sur les émissions réduites, mais non pas uniquement la réduction financière. Il s'agit là d'un débat ouvert concernant le rôle des émissions des institutions financières, le rôle des investissements dans la stabilisation climatique. Donc, dans le cadre de cette norme, nous nous sommes concentrés sur des alignements afin de pouvoir promouvoir le soutien actif des institutions financières dans la transition et dans la stabilisation climatique. Il y a trois raisons principales pour cette approche. La première, comme les institutions financières ciblent l'augmentation des réductions d'émissions de leurs activités, il y a des entreprises et des actifs qui permettent d'intégrer ces plans de réduction d'émissions pour pouvoir atteindre les émissions net zéro à l'horizon 2050. En deuxième lieu, les entreprises qui s'engagent dans une première approche SBTI pour pouvoir opérer une transition ainsi que pour pouvoir également euh, déployer leurs émissions à grande échelle, déployer la réduction des émissions à grande échelle et les institutions, quelquefois, n'ont pas forcément d'objectifs basés sur la science, mais elles travaillent avec leurs homologues pour pouvoir euh, travailler sur ces questions-là par le biais de leur portfolio. Nous comprenons que ces deux aspects peuvent représenter mm, pour les entreprises qui créent des activités et qui s'alignent avec le potentiel initialement identifié. En deuxième lieu, certains facteurs, par exemple le changement de finances intégré dans l'évaluation des entreprises qui peut affecter les émissions de portefeuille, et cela se reflète dans la réduction d'émissions, dans la concentration dans l'atmosphère. Cependant, bien sûr, les émissions de portefeuille sont un indicateur utile, étant donné que la part d'activités alignées sur le climat augmente, eh bien le concept est que ces réductions d'émissions doivent être suivies d'indicateurs pertinents qui capturent l'impact des actions entreprises. Euh, pour résumer, la norme permet de transformer l'ambition en alignement et l'alignement en action. Alors, la norme peut être utilisée par des banques, par des entités permettant d'intégrer des activités sur le marché. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de ce que signifie la norme pour différentes institutions financières, par exemple des banques? Merci, c'est une excellente question. Il y a énormément de nuances. Alors, je vais utiliser des diapositives. Les diapositives ici, donc, concernant la catégorisation des activités financières, celles qui sont parfaitement dans le périmètre, celles qui ne sont plus dans le périmètre, et qui peuvent être classées donc, en quatre segments. Pour des institutions financières hypothétiques qui ont uniquement des activités de prêt, qui représentent 50 dollars à 50 millions de dollars, comme vous pouvez le voir, il y a 40 dollars donc, dans le périmètre des quatre segments, 10 dollars de financement, d'exposition de financement pour le secteur des combustibles fossiles. Il y a 10 dollars d'exposition pour les secteurs d'autres émissions intensives qui sont inclus dans le cadre du segment B et les secteurs dans le segment C qui sont 10 dollars d'exposition dans les autres secteurs et 10 dollars de prêt immobilier et de prêts auprès des petites et moyennes entreprises qui tombent donc sous le cadre du segment D. Nous nous concentrons sur les objectifs à court terme, avec 100% de couverture des segments A, B et C, à minimum 67% des quatre segments,
Pour ces institutions financières hypothétiques, il s'agit d'objectifs à court terme pour le segment A, B et C qui couvrent 75% de l'ensemble des quatre segments. Donc, cet exemple ici l'illustre. Les objectifs à court terme pour le segment D, pour les prêts immobiliers et les prêts auprès des SME, des PME, c'est optionnel. Pour les types d'objectifs, les objectifs doivent être établis dans le secteur du charbon, par exemple. Pour le oil and gas, il peut s'agir d'alignement d'objectifs de secteur pour- considérés dans le segment B. Concernant les objectifs de secteur, un objectif de réduction absolue d'émissions serait concerné pour le secteur du oil and gas, par exemple, avec des émissions physiques qui s'intensifient, qui peuvent être utilisées dans l'ensemble des autres secteurs dans le segment B. Et pour illustrer l'exemple, en fonction des différents secteurs, des secteurs de production de l'énergie. L'ambition minimale est définie par des secteurs correspondants. Pour les objectifs d'alignement, l'ambition minimale dépendrait donc du segment qui est reflété par les différents objectifs ici sur la diapositive. Spécifiquement, il s'agit d'une augmentation linéaire de 95% pour les économies en développement pour l'horizon 2035 concerné par le segment A et pour le segment B et C à horizon 2040 et à horizon 2050 pour le segment D. Pour les objectifs à court terme, il s'agit donc d'un objectif à 2030 avec l'année de base de 2025. Pour les objectifs à long terme, au moins 95% de l'exposition financière doit être considérée par les homologues avec un état d'émission net zéro à horizon de 2050 et une couverture de l'ensemble des quatre segments. Comme vous pouvez voir, la priorité est donnée à l'action pour la plupart des activités pertinentes euh, liées au climat. L'exemple que nous avons ici pour les propriétaires d'actifs, les gestionnaires d'actifs et les assureurs. Pour les assureurs, la différence est que l'ensemble des lignes personnelles sont hors de champ d'application, alors que pour les banques, certains consommateurs de certaines catégories de prêts sont concernés par le segment D. Vous pouvez voir ici sur la diapositive l'ensemble des comparaisons et l'ensemble des catégorisations de classes d'actifs, en particulier pour le segment D, qui sont hors normes. Et vous les trouverez ici dans le tableau sur les critères de 1.1 à 1.5 de la norme. Pour aborder quelques exemples du segment D, chaque classe peut représenter des investissements par le biais de fonds ou d'investissements privés sous un certain seuil de propriété ou certains investissements gérés par le biais de mandats ou de gestionnaires d'actifs. Certains éléments peuvent être mesurés en fonction des compagnies sous-jacentes ou des actifs ou des gestionnaires d'actifs. Donc, il y a, par exemple, si un propriétaire d'actifs utilise deux gestionnaires d'actifs avec des mandats discrétionnaires, ils ont hypothétiquement 10 entreprises et l'alignement peut être mesuré en se basant sur les portefeuilles des 10 entreprises ou en se basant sur les deux gestionnaires d'actifs concernés. De la même manière, pour les gestionnaires d'actifs gérant des investissements dans le périmètre des gestionnaires d'actifs ou des propriétaires d'actifs par le biais des mandats, l'alignement climatique peut être mesuré en fonction des actifs et des compagnies sous-jacentes ou en fonction du mandat d'investissement. Merci pour la prochaine question. Je vais laisser la parole à Nate. Comment est-ce que la norme traite les différences régionales?
Merci, Panda. Il s'agit d'une question cruciale concernant le climat de façon plus étendue. Dans le secteur de la FINS, nous avons inclus davantage de différenciation que toute autre norme préalable SBTI. Voici ici quatre exemples de la manière pour laquelle les différences régionales sont incorporées au sein des institutions de la norme net zéro émission pour les institutions financières. Tout d'abord, un- des objectifs d'alignement climatique à court terme séparés pour les économies développées et en développement qui permettent une augmentation beaucoup plus graduelle des alignements climatiques dans les économies en développement. Il s'agit là dans l'objectif d'au moins 95% de nos activités financières dans le segment B et C dans les économies développées pour s'aligner à hauteur à l'horizon de 2040, comparé donc à au moins 85% dans les économies développées à horizon 2040. En deuxième lieu, la liste de mise en œuvre permet l'utilisation taxonomies régionales pour évaluer si les institutions financières, les activités financières des institutions financières peuvent être considérées pour être intégrées aux solutions climatiques. Nous nous attendons à avoir également des données additionnelles. En troisième lieu, les institutions financières, nous attendons à ce que les institutions financières établissent des objectifs séparés pour le secteur du charbon avec une phase d'une année pour les pays n'appartenant pas à l'OCDE par rapport aux pays appartenant à l'OCDE. En quatrième lieu, pour les institutions ayant des émissions dans le secteur de l'immobilier, des objectifs, le secteur à court terme pour le secteur de l'immobilier en utilisant des stratégies qui sont à la fois dépendantes du type de bâtiment et également sur les questions, sur les aspects géographiques. Panda, c'est à vous. Merci, Nate. Quelles sont les différences entre les institutions, les critères à court terme pour les institutions financières et la norme net zéro pour les institutions financières? Et est-il possible d'établir des objectifs uniquement à court terme dans le cadre de cette norme? Alors, merci. Généralement, nous voyons qu'en termes d'apprentissage, sur les 5 dernières années, il y a un alignement des penses actuelles sur les émissions net zéro et l'intégration des indicateurs. Est-il possible d'établir uniquement cette norme d'après les normes dans nos propres institutions financières? La réponse est non. Il y a certaines différences clés. On peut voir les premières différences évidentes, qui est dans la production d'un nouveau cadre temporel sur 5 ans. Précédemment, il s'agissait d'une ligne temporelle de 5 à 15 ans. Et sur les objectifs à long terme, l'idée, c'est qu'il n'y ait aucune institution financière ne puisse réaliser l'émission net zéro. La deuxième composante, c'est que nous incluons la couverture au-delà de ce que nous couvrions dans le cadre de 2020. Cela inclut l'assurance, donc des souscriptions, la souscription des assurances et des alignements, comme nous avons discuté plus en profondeur. Cela inclut des options multiples et davantage de flexibilité. La lampe financière ici, c'est que nous puissions ouvrir une certaine fenêtre à des mesures et des méthodes de tierces parties qui permettent aux entités d'utiliser les méthodes métriques et cela permet de promouvoir ce que nous avions mentionné. Nous avons élaboré certaines options incluses dans les mises à jour à court terme depuis l'année dernière permettant d'introduire la politique des combustibles fossiles et certaines exigences ainsi que les exigences de politique en termes de déforestation. Il y a donc là des différences clés entre les deux options. L'une est ouverte aux institutions financières depuis décembre jusqu'à l'année prochaine. Prochaine question adressée à Yana.
est-ce que les plans de transition crédible jouent un rôle dans la norme? Alors, avec la recommandation du développement de ces plans qui s'alignent avec les cadres des meilleures pratiques établis, cela signifie que dans la pratique, le plan de transition climatique des institutions financières doit incorporer des éléments clés de la norme en matière de gouvernance, de politique et d'objectifs pour engager des stratégies et des évaluations de progrès. Les plans de transition sont une manière particulièrement forte pour les institutions financières de pouvoir montrer à quel point ils sont engagés euh, en termes d'objectifs dans les émissions net zéro. Merci, vous pouvez rester avec nous. Encore, comment les solutions climatiques sont-elles définies? En effet, alors les solutions climatiques sont définies comme étant un actif ou une activité qui contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et en deuxième lieu, qui a une faible intensité d'émissions. Les solutions climatiques sont compatibles avec la réalisation des émissions net zéro à horizon 2050 et sont censés accélérer la transition vers une économie euh, carbone à émissions nettes zéro. D'exemples ici qui s'appliquent, tout d'abord la production d'électricité renouvelable et le stockage d'électricité, deux, les combustibles fossiles et qui incluent des projets exclusivement dédiés à l'utilisation de combustibles non fossiles, en troisième lieu, des taxonomies éligibles et des solutions basées sur la nature telles que la reforestation et la restauration des efforts de restauration. Au moins 90% des revenus doivent être alignés avec des catégories de taxonomie éligibles soulignées donc dans la liste de mise à jour de la SBTI. Merci, j'aime beaucoup votre troisième exemple concernant les solutions. Nous passons à la question 7. Nous restons avec Guyana. Est-ce que la norme soutient le fait que les institutions financières fournissent des finances de transition auprès des marchés émergents? Oui, tout à fait. Les objectifs d'alignement fournissent un mécanisme permettant d'augmenter le financement de la transition pour les marchés des économies émergentes. La liste de mise à jour identifie les catégories éligibles et certaines taxonomies qui peuvent être utilisées pour évaluer des activités financières et celles-ci peuvent être considérées pour la solution climatique. La mise à jour de cette liste inclut la taxonomie mondiale ainsi que les taxonomies régionales. Des exemples de marchés émergents incluent le Mexique, le Rwanda, la Thaïlande et le Sri Lanka. Et nous continuons également d'étendre la couverture en espérant avoir davantage de marchés concernés. En effet, merci. Et Nate, prochaine question pour vous. Dans quelle mesure est-ce que la norme est-elle interopérable avec les cadres normatifs, par exemple, avec la norme de reporting de durabilité au niveau européen? Alors, ces normes sont conçues pour être utilisées à l'échelle mondiale. C'est la raison pour laquelle cela ne concerne pas forcément un pays ou une juridiction particulière. Vous avez mentionné le SRS, donc, et s- il y a pour le moment une pause actuellement. Dans le même temps, la liste de mise en œuvre mentionnée par Yana est un mécanisme clé utilisé pour nous assurer que la SBTI est bien consistante et puisse interopérer avec les ressources réparties, les ressources tierces, y compris donc dans certains pays au niveau des taxonomies régionales et nationales. Nous avons été très clairs avec la norme d'émission net zéro pour les institutions financières. Les entreprises des institutions financières sont responsables de leur propre respect de l'objectif. C'est la première condition pour une action probante. Yana, comment peut-on proposer l'utilisation
d'autres méthodologies d'alignement climatique qui ne sont pas listées dans la liste de mise en œuvre? Oui, en effet, c'est une bonne question. Pour cela, nous demandons aux usagers et au protocole SBTI d'appliquer des méthodologies pour la tierce partie et comment ces alignements, ces méthodologies d'alignement peuvent être soumises, présentées et évaluées. Et cela explique les méthodes éligibles. Tous les acteurs sont invités à présenter de nouvelles méthodologies tierces qui peuvent être considérées et faire partie de ce protocole, comme cela est suggéré à l'annexe numéro 1 du protocole. Ces documents permettent de faciliter l'interopérabilité entre les institutions financières, la norme des institutions, la norme net zéro des institutions financières et les autres méthodes établies, ainsi que les indicateurs du secteur financier. Et la liste de mise en œuvre de l'SBTI est vraiment un effort euh, constant. Dernière question pour vous, Nate. Quels sont certains des défis et opportunités principales pour l'établissement des objectifs net zéro émission pour les institutions financières? Alors, dans nos interactions en termes de développement de la norme, il y a trois défis principaux identifiés. Le premier concerne les données. Dans le champ d'application 3, nous avons adressé cela. Le deuxième concerne l'incertitude vis-à-vis des politiques. Nous avons adressé cela partiellement par le biais de l'introduction d'exigences politiques au sein de la norme. Et en dernier lieu, il y a la question concernant les aspects des activités qui doivent être couvertes par les objectifs. Et comme Jana l'a décrit, il s'agit de la manière pour laquelle nous avons adressé ces défis en termes d'opportunités pour les institutions financières avec les objectifs à émission net zéro. Et deux d'entre eux ont été mentionnés ici, l'énergie et l'investissement ainsi que la transition énergétique avec l'utilisation de nouvelles technologies à à faible coût. Il s'agit de nouvelles opportunités pour les institutions financières. Et en termes de réduction des risques et d'exposition, avec les différents actifs, nous voulons utiliser ces objectifs. Nous avons mené une étude l'année dernière qui a montré que les entreprises utilisent les objectifs pour différentes raisons. Tout d'abord, pour construire une certaine résilience et élaborer de nouveaux business models et réduire également la résilience aux ressources. En troisième lieu, augmenter l'innovation, donc développer de nouveaux produits et construire une meilleure réputation également, qui est un facteur important pour les employés et les consommateurs. Nous avons hâte de travailler avec vous toutes et tous pour vraiment mettre en œuvre cette norme. Pendant, je vous laisse le micro. Merci. Cela nous mène à la fin de cette session de questions-réponses. N'hésitez pas à consulter l'enregistrement de ce webinaire ainsi que l'interprétation qui sera disponible très prochainement sur notre canal YouTube. N'hésitez pas à publier, à lancer, à envoyer vos questions sur notre page Internet également et à consulter notre page Internet pour les prochaines mises à jour. Et également, n'hésitez pas à parler de cette norme autour de vous. Nous allons établir de nouveaux objectifs et n'hésitez pas à parler des risques de transition, de la compatibilité qui joue un rôle crucial dans le processus de transformation qui vous donne le bénéfice des nouvelles opportunités que cela vous fournit. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment à nos panélistes. Merci à vous toutes et à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et n'hésitez pas à suivre les liens disponibles dans le chat et à nous, à nous publier vos questions qui vont nous aider. Merci et qui vont nous aider dans nos futurs travaux. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée et excellente continuation. Merci.
Merci, au revoir tout le monde.